Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Et bah, on est parti. Voilà, ça enregistre, c'est bon. Poète. C'est ça. Alors attention, maintenant je peux ne pas couper. Très bien. Je retire le poète. Il faut que je fasse attention. Voilà, je fais attention. Tu ne bouges plus. Je ne bouge plus. Oui, j'ai fait une question parce que je veux absolument pas. Ton prénom se prononce bien Yolène, c'est ça. Voilà, je veux pas faire d'impair. Ce serait dommage. Eh ben Yolène, merci de t'accueillir. Bonjour et merci de m'accueillir dans ton espace de travail. Dans mon petit nid, bienvenue. Dans ton petit nid, qui est, c'est de l'audio et c'est la partie, c'est souvent j'adore le format du podcast, mais c'est là le moment où je regrette le podcast, qui est que là je vois de très belles choses, aussi bien derrière moi, j'évite de retourner, que devant. Mais voilà, je vois des très belles réalisations et j'aimerais bien vous montrer tout ça, mais bon, c'est de l'audio, donc vous pourrez que me croire sur parole. Mais merci beaucoup de m'accueillir et comme à chaque fois sur mon podcast, je vais te proposer que tu te présentes. Qui es-tu? Bonjour François et bienvenue à l'atelier. Je suis déjà un grand merci de ta venue. C'est très important pour moi et pour faire connaître mon métier. Donc, je m'empresse tout de suite de répondre à ta première question. On va pas... Voilà, digresser tout de suite. Donc, je m'appelle Yolène Voltz et je suis restauratrice et conservatrice d'éventails et de globes anciens. Donc les globes terrestres, les globes célestes, les planétaires, etc. Et j'ai mon atelier à moi, donc je travaille en indépendante, voilà. Et là, souvent la question que j'aime bien poser à la suite, c'est comment tu te définis professionnellement? Comme une technicienne d'art et aussi comme une faussaire. Il y a ce côté faussaire, c'est-à-dire que mon travail consiste à disparaître derrière les œuvres et donc de me substituer à la main qui les a créées dans un premier temps. Donc il faut, quand j'ai une œuvre, donc un éventail, là on va plus parler des éventails que des globes, puisque les globes sont les globes que je restaure principalement sont des fuseaux imprimés, donc c'est beaucoup plus mécanique comme technique, mais les éventails en revanche sont pour la plupart des feuilles qui sont peintes à la main, donc il y a des personnes, il y a des créateurs derrière les éventails, et il faut moi que je me substitue à leurs mains lorsque j'interviens sur leurs œuvres. Donc je suis un peu une technicienne, une faussaire qui a raté sa vocation, parce que précisément, voilà, oui, ou pas, oui, non, c'est plutôt ça. Voilà, je suis vraiment au service des œuvres et du patrimoine et de leur histoire, voilà. Et j'aime beaucoup ta présentation parce que le mot de faussaire est quand même à une certaine... Très connoté. Très connoté, ouais. Et de l'utiliser. Alors, il n'y a pas que ce mot-là, bien sûr, tu as utilisé le mot de technicienne d'art, qui est, je pense, très important, mais c'est très intéressant parce que... tu vois, moi, et d'ailleurs j'en ai fait, et je l'avais dit aussi, et Myriam Greff qui nous a mis en contact dans un précédent podcast, voilà, qu'il faut aller écouter. Je ne dirais pas mieux. M'avait déjà repris, on aurait pu s'attendre à ce que tu t'appelles artiste, alors que ce n'est pas le cas, et on pourra revenir un peu sur la sémantique, mais effectivement, ce mot de faussaire est quand même très intriguant. Alors c'est vrai, peut-être que j'ai eu tort de l'utiliser, mais je ne pense pas, puisque quand même les gens viennent me payer pour reproduire des zones dans les œuvres qui ont été détruites. Sur les globes, on est moins dans la notion de faussaire, puisque j'ai des modèles, les globes sont faits en série, donc je fais de la copie d'art dans ce cas-là.
je reproduis des choses qui existent déjà et dont j'ai des modèles existants. En revanche, pour les éventails, quand c'est des éventails peints à la main, ce sont des exemplaires uniques, et lorsqu'il y a plusieurs plis, donc une feuille est plissée, chacune des parties s'appelle des plis. Lorsqu'il y a plusieurs plis qui sont manquants, je ne peux que imaginer ce qui était là à l'origine. En revanche, j'ai quand même une déontologie qui est très claire, c'est-à-dire que je ne vais pas apporter à l'éventail des choses qui seraient... Je vais pas, par exemple, rajouter des personnages dans un endroit où il y a juste un vide. Non, je vais pas non plus rajouter des animaux ou alors des symboles qui pourraient changer ou le thème ou la valeur de l'objet. J'ai eu des demandes en ce sens de personnes privées, de collectionneurs qui sont par exemple passionnés par les singes savants. C'est un motif qui est très recherché sur les antiquités et qui apporte beaucoup de valeur aux objets. C'est vraiment un thème très particulier et qui viennent avec une œuvre qui est lacunaire, donc avec un espace manquant. Et comme ils savent que je reproduis des zones, je vais m'inspirer moi de ce qui existe déjà et faire en sorte que l'œil ne soit pas arrêté sur la zone accidentée. Qu'on ne sache pas faire la différence entre ce qui est authentique et ce qui a été refait. Ça, c'est uniquement quand je travaille avec le privé, pas quand je travaille avec les institutions publiques, puisque là, on a une autre demande. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. En revanche, je ne vais pas non plus enrichir l'œuvre de quelque chose dont je ne suis pas sûre de l'existence en amont. Voilà. Donc, il y a quand même certaines limites. Je fais vraiment en sorte que l'œuvre retrouve au maximum l'aspect qu'elle aurait dû avoir si elle avait été conservée correctement. Je ne vais pas la transformer. Voilà. Et je voulais le dire parce que j'ai fait des petits tours sur ton site internet et ça, et j'ai vu des réalisations, alors notamment sur les éventails, mais également sur les globes, parce qu'on parle de quand on t'amène des choses avec une demande particulière. J'ai vu des réalisations où il manque carrément des parties. Oui. En fait, et c'est littéralement impressionnant de voir le avant-après. Merci. Qui est juste fabuleux, quoi. Parce que mais c'est genre, je veux dire en toute honnêteté, parce que quand je regardais la pièce, notamment il y en a deux qui m'ont marqué sur les réalisations où l'éventail est dans un état de détérioration assez avancé, des pièces manquantes, des choses comme ça, et en fait tu montres l'après, et alors je vais pas dire qu'il est comme neuf parce que justement il n'est pas neuf, mais c'est comme ce que tu as dit, s'il avait été conservé dans de bonnes conditions et qu'on pourrait exposer dans un musée. Tout à fait. Voilà. C'est le but. Et c'est bluffant, quoi. Merci beaucoup. Mais c'est en ça que justement je me définis comme une technicienne d'art, parce que j'ai appris des techniques d'art qui me permettent, donc des techniques de peinture, de reperçage de certains matériaux. Donc là reperçage c'est un terme un peu technique, c'est lorsqu'on resculpte des brins pour les éventails. Un éventail est fait de deux parties, on a la feuille et la monture. La monture c'est le squelette, c'est vraiment toute la partie dure qui vient soutenir la feuille. Ce travail-là est très particulier, on appelle ça la tabletterie. C'est vraiment, il y a plusieurs métiers dans un seul éventail. Et moi, j'ai la chance d'être passionnée par ce sujet-là depuis très 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 longtemps. Donc j'ai été formée au musée de l'éventail par exemple, je suis élève de maître d'art éventailliste aussi. Donc j'ai continué ma formation au-delà de mon master de restauration-conservation pour pouvoir justement avoir des compétences que je continue de développer, parce qu'on n'en a jamais fini, pour pouvoir justement reproduire des pièces qui sont manquantes. Et j'achète aussi des fonds d'éventaillistes ou des fonds de créateurs de globes pour avoir des matériaux d'origine que je vais pouvoir réadapter, ou alors tout tomber sur le brin idéal qui était manquant, et finalement il y a certaines montures qui ont été faites en plusieurs exemplaires qui ne présentent pas de particularités rares, auquel cas j'ai aussi un fonds de pièces que je peux réutiliser pour la restauration. Tout à fait. Et tu le mentionnais, et on en parlait un peu avec Myriam également, c'est que l'approche que tu as, et tu l'as déjà dit, c'est que le travail soit invisible. Alors, sauf pour quelques cas dont on a parlé et qu'on va reparler. Alors, c'est pas quelques cas, parce que c'est quand même extrêmement important. Moi, je travaille, donc j'ai mon atelier en indépendant. Donc, je travaille avec vraiment toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir un éventail ou un globe ou plusieurs à faire restaurer. Il n'empêche que le métier de restaurateur-conservateur est quand même plus souvent associé aux institutions. On est restaurateur dans des ateliers de musées, d'archives nationales ou ce genre de choses. Lorsqu'on travaille sur les collections publiques dans des musées,
musée, là, il est extrêmement important, au contraire, que les chercheurs, les étudiants puissent faire la différence entre les zones authentiques et les zones qui ont été retravaillées ou restaurées. Auquel cas, on parle de restauration minimaliste ou restauration conservative. Donc là, vraiment, et on a... alors, je le fais aussi pour mes clients privés, pour mes dossiers, mes fichiers à moi, enfin ma documentation, je prends toujours des photos de toutes les interventions que je fais, les avant, les après, les outils que j'utilise, les matériaux que j'utilise. Donc moi, je sais toujours faire la différence entre la zone qui a été restaurée, que j'ai restaurée, et ce qui était d'origine. Dans le cas des institutions, là, c'est vraiment réglementaire. Il faut transmettre un dossier de restauration. Comme ça, vraiment, il y a une transparence totale sur ce qui est d'origine ou pas. Ça correspond à 90% de l'activité des restaurateurs auprès des institutions et du public. Donc moi, mon profil de restauratrice privée fait que j'ai des demandes par des antiquaires, par exemple, par des collectionneurs qui ont aussi une façon bien personnelle de vivre leur collection. Il y en a qui me demandent d'aller vraiment dans la restauration qu'on appelle illusionniste, intégrale illusionniste, c'est-à-dire qu'on prend en compte toutes les dégradations sur l'objet, qu'elles mettent ou non en péril sa bonne conservation. D'accord. Donc là, chaque mot compte. Attention, parce que dans la restauration minimaliste, on va vraiment faire en sorte de garantir la bonne conservation de l'objet dans le temps. Donc on va stopper les dégradations qui sont susceptibles éventuellement de s'aggraver dans le temps, donc les craquelures, les développements de moisissures, ce genre de choses. Mais les dégradations qui ne mettent pas en péril la conservation et la bonne lecture de l'objet, par exemple des tâches, il y a des tâches qui permettent quand même de lire un texte ou de comprendre l'illustration. Si elles ne présentent pas un danger, on ne va pas forcément intervenir dessus. Ça, c'est vraiment pour le côté muséal, le côté institution publique. C'est la restauration minimaliste. Voilà. Je suis un peu perdue, là, mais... Non, mais pas du tout. C'est très intéressant parce que c'est un... Et moi, le premier, c'est un art qu'on connaît... et c'est un artisanat. C'est un artisanat qu'on connaît de loin, en fait. Parce qu'on connaît tous le métier de restaurateur. De tableau, oui, effectivement, mais le nom, en fait, on le conçoit, on comprend ce que font ces personnes-là, mais on ne... Mais pas dans le détail. Mais pas dans le détail. Non, bien sûr. Nous, on a tous l'idée de dire, c'est en fait remettre dans l'état initial l'élément. Alors que tu vois, ce que tu nous apportes ici, c'est qu'il y a beaucoup plus de nuances et de détails par rapport à ce qui peut être fait en fonction de la demande, en fonction de, bien sûr, la typologie de la personne qui demande, donc privé, public, des choses comme ça. Mais c'est très intéressant, moi je trouve, et c'est passionnant. Mais c'est vraiment, c'est un métier qui est extrêmement complet, puisque on travaille sur des œuvres d'art, et donc les gens, comme c'est l'une des premières choses que tu m'as dit en arrivant, c'est que tu utilisais volontiers le terme d'artiste pour nous. Alors que vraiment, non, on est davantage au milieu, vraiment à la jonction entre les arts et les sciences. On a une formation vraiment scientifique lorsqu'on se forme à la restauration d'œuvres d'art, et on ne vient vraiment pas... L'artiste a cette notion de mettre au monde, de créer quelque chose. Derrière l'artiste, il y a de la création. Nous, on n'est pas là pour mettre au monde quoi que ce soit, mais pour conserver ce qui a déjà été suffisamment bien fait en amont, et qui mérite donc d'être transmis aux générations suivantes. Et donc oui, c'est vrai que le grand public a très peu d'informations sur notre métier, mais ça commence à vraiment changer, puisqu'on a une espèce de sensibilisation qui se fait du public sur le savoir-faire français. Bon, moi, je prêche pour ma paroisse en France, mais à l'étranger, c'est la même chose. Et on commence à vraiment valoriser les métiers de la main, et précisément ceux qui rendent service au plus grand nombre. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux artistes de pop art ou de nouveaux artistes contemporains. Là, il s'agit vraiment de renforcer les rangs de ceux qui vont préserver un patrimoine exceptionnel dont on réalise la fragilité, et justement le fait que des savoir-faire qui se perdent complètement. Maintenant, un éventail du type 18e, qui est l'âge d'or de l'éventail, on a complètement perdu tous les savoir-faire qui permettaient d'obtenir ces pièces exceptionnelles. Et il y a une vraie prise de conscience de ça depuis quelques années, depuis un certain temps maintenant. Donc derrière notre métier, il y a aussi des décisions politiques. Il y a vraiment des orientations politiques, et on le voit même dans l'évolution du métier, dans ce que demandent les institutions publiques. Moi, je t'ai dit ce qui se passe actuellement, et encore peut-être que ça s'est nuancé, puisque moi, ça fait 15 ans que je suis dans le privé, donc voilà, je n'ai plus trop d'écho de ce qui se fait dans le public. Mais avant, la demande était complètement autre. Parfois, il y a eu toute une période où justement les institutions publiques demandaient des restaurations
illusionniste. Et ce qui est très drôle, que moi j'adore faire personnellement, et du coup je vous encourage à le faire, c'est aller au Louvre, entre autres, mais bon, citons le Louvre, dans le département des antiquités céramiques, et on voit, mais c'est incroyable, tous les différents types de restauration sur plusieurs années qui sont présentés dans plusieurs vitrines, et les unes à côté des autres. Donc on va avoir des céramiques romaines restaurées de façon illusionniste, à côté on en a une qui est restaurée de façon complètement minimaliste, et ça pique les yeux, et c'est vrai que c'est très drôle parce que au travers des œuvres qui sont présentées, moi je vois la frise chronologique de l'histoire de mon métier aussi. Et c'est super intéressant, et c'est vrai que c'est un peu la déformation professionnelle, mais quand je vais dans les musées avec des amis, c'est toujours très drôle parce qu'eux regardent l'œuvre, moi je suis en lumière rasante en train de regarder ce qui s'est passé devant, derrière, à quel moment, là la retouche c'est quand même pas terrible, bah ça oui c'est l'époque où on utilisait telle matière, mais c'est terrible, tu verrais, pour le retirer c'est catastrophique, enfin voilà. Ça doit être riche d'aller au musée. Oui, c'est une expérience à part. Ouais, et justement, tu parlais de ton métier qui est... il y a peu, entre guillemets, il y a peu de monde qui fait ça. Vous êtes combien en France à faire ton métier ? Pardon. Alors, mon métier, c'est très compliqué de répondre à cette question. C'est extrêmement rare. On est très très peu nombreux, puisque quand on devient restaurateur, quand on veut devenir restaurateur d'œuvres d'art, mais de façon académique, c'est vraiment en allant dans la formation du métier, etc. Voilà. On va se spécialiser sur un type de matière et non pas sur un type d'objet. D'accord. Sauf les restaurateurs de tableaux qui, eux, ont affaire à plusieurs matières. C'est une autre catégorie du métier. Mais on va former par exemple des restaurateurs de métaux, des restaurateurs de bois, des restaurateurs de céramique, des restaurateurs de verre, voilà, c'est vraiment, on se spécialise sur une matière. Moi, les œuvres, donc moi, ma formation initiale, c'est les arts graphiques, c'est-à-dire que ce sont les documents en papier, on appelle ça la restauration de papier. Ça, c'est ma formation, c'est mon master initial. Pendant mes années de master, on est amené à faire des stages, et c'est là où moi je suis allée au musée de l'Éventail et où j'ai été aussi notamment à la Bibliothèque nationale de France, où on a la plus grande collection d'éventails, où on a l'une des plus importantes collections de globes au monde. C'est quand même, faut le savoir, c'est pas suffisamment su, donc il faut y aller. Et donc du coup j'y suis allée en tant que restauratrice de papier en devenir. Et ce sont effectivement des œuvres avec du papier qu'on m'a mis dans les mains, mais pas que. Puisque sur les globes, on a du plâtre, on a du carton, le carton ça s'associe au papier, disons, aux arts graphiques en tout cas, mais du métal, du bois, etc. Mais surtout ce sont des œuvres qui sont composites, donc avec plusieurs matériaux, là davantage sur les éventails, et qui sont en volume et articulés. Et donc ça, ce sont vraiment des complications dans les complications. Et ça, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Donc ça a demandé, en fait, de me re-spécialiser, en fait, de poursuivre mes études et mes expériences dans ces catégories-là très spécifiquement. Parce qu'à la sortie de mon diplôme, je n'avais pas les compétences pour restaurer, pour m'installer réellement en tant que restauratrice d'éventail et de globes. Il fallait des choses supplémentaires. Donc, tout ça pour revenir à ta question, elles sont peu nombreuses les personnes qui ont, après avoir obtenu déjà leur diplôme, ont continué de se former sur des objets. Donc en fait, on va trouver des restaurateurs de papier qui vont avoir un éventail en papier dans les mains un jour dans leur vie, ça va pas pour autant être des restaurateurs d'éventail. C'est pas des gens spécialisés sur le sujet. C'est pour ça, et surtout que il y a des restaurateurs qui font que de la qui font que de la restauration d'éventail, je ne pense pas. Mais ça va plus être des créateurs d'éventail à qui on va amener des éventails à restaurer et qui vont se permettre ou non de le faire. Mais encore une fois, ça va pas être des restaurateurs d'éventail. Et plus encore, restaurateurs éventail et globe exclusivement. Là, fallait quand même chercher très loin. Je pense que tu dois être la seule. À faire que ça, oui. Voilà. Après, il y a d'autres restaurateurs qui ont soit un globe, soit des éventails dans les mains, mais voilà. Et justement, j'en viens là, un peu à ton parcours, parce que tu nous parlais de ta formation. Comment tu t'es intéressée à ce domaine de la restauration ? Parce que c'est ce que j'en discutais avec Myriam. Elle est très présente, elle est avec nous là aujourd'hui. Bonjour Myriam. Mais c'est très marrant parce que en fait, c'est un domaine très méconnu en fait quand on fait une formation classique. Je parle de collège-lycée. Se dire il faut la conseillère d'orientation, c'est pas la première chose qui lui vient. Donc c'est comment tu es arrivée dans ce domaine ?
J'ai toujours voulu faire ça. C'est vraiment étrange, mais j'ai toujours voulu faire ça. Alors j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, mais je n'ai jamais créé quoi que ce soit. Je pense que c'est un gros manque de confiance en moi, un manque de légitimité, la sensation que dès que je commençais à faire quoi que ce soit, c'était pas suffisamment bon. En revanche, je prenais un plaisir énorme à reproduire des choses que je voyais soit dans les musées, soit dans les magazines, etc. Et évidemment que je voulais les avoir, mais sans avoir jamais l'idée d'avoir les moyens de les acheter, enfin c'était pas ma démarche. Et donc du coup je me suis mise à les faire moi-même pour les avoir chez moi. Je continue encore aujourd'hui, hein, voilà, quand je vois quelque chose qui me plaît. Mais du coup, donc il y avait ça, déjà, cet attrait pour les belles choses, vraiment les belles œuvres. Mes parents m'ont toujours emmenée dans tous les musées du monde, on a beaucoup voyagé, donc l'artisanat d'art c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et j'ai aussi cet esprit très cartésien, très scientifique. Je suis pas du tout une artiste avec le grand A qu'on imagine, tu vois, dans un atelier avec plein de tâches partout. Enfin, non, moi j'aime vraiment, il y a quelque chose, la science, la physique des matériaux, la mécanique des matériaux, cet aspect aussi, voilà, entre les arts et les sciences, ça c'est tout à fait moi. Et en plus de ça, j'ai un grand sens du service. Je veux faire quelque chose qui a du sens dans ma vie, je veux être utile aux autres. Je veux vraiment m'inscrire dans une histoire que je trouve exceptionnelle. J'ai la chance... en France, on a la chance d'avoir un patrimoine qui est exceptionnel. Et me dire que je peux participer à ça, à mon échelle, à moi, c'est un privilège incroyable. Parce que c'est quelque chose... On en parlait avec un ami à moi qui est restaurateur de mobilier en Angleterre. Et je lui disais c'est incroyable parce que nous on arrive dans les musées, la première chose qu'on voit c'est ne touchez pas, enfin tu vois, please do not touch, enfin ce genre de choses. Et nous en fait on nous paye pour qu'on touche, on dit s'il vous plaît cette œuvre elle a besoin que vous la touchiez, que vous la voyez. Et c'est un privilège incroyable, et en plus de ça, nous on rentre vraiment dans l'intimité des objets. C'est-à-dire que pour restaurer un éventail par exemple, quand il y a des zones qui sont cassées, vraiment cassées, il va falloir que je démonte certaines parties, et donc là je vois tous les secrets de fabrication, et parfois il y a beaucoup de choses, il y a une discussion qui s'établit entre le créateur d'origine qui a fait un schmilblick pas possible, là il a vraiment merdé, etc. Puis du coup j'ai vu comment est-ce qu'il essaye de rattraper le coup, et ça fait la blague, hein, quand l'éventail il est monté, ça fait la blague. Mais moi je ne suis pas dupe. Et c'est très drôle. Et je pense aussi aux prochaines générations qui vont récupérer des œuvres que j'aurais restaurées et qui vont se dire ah ben ça c'est encore la même restauratrice, là c'est pas possible, elle a encore fait son truc, là c'est pas possible. Enfin voilà, ça s'inscrit dans plusieurs histoires, et tout en restant très humble. Il y a quelque chose qui fait que oui, comme tu disais, moi, je suis vraiment dans mon petit truc, il est fait mention nulle part à l'extérieur de l'existence de l'atelier, et si je fais suffisamment bien mon job, normalement, personne ne sait que je suis intervenue. Donc c'est vraiment très... j'aime beaucoup cette espèce de schizophrénie, là, cette dichotomie un petit peu. Ouais, c'est pas courant, en fait. C'est ça qui me fascine un peu, c'est que c'est pas courant. Souvent, quand on fait un travail, c'est pour... Alors, sans dire qu'on cherche la reconnaissance, mais c'est dire, bon, bah voilà, j'ai apporté une contribution, alors que toi, à l'inverse, et le métier de restaurateur, c'est, enfin, pour une partie, hein, c'est de dire, bah là, quand on ne sait pas que c'est moi, j'en suis fier, en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est fou. Pourvu qu'on ne sache pas que je sois... Oui, c'est vrai. Mais la reconnaissance est là. En revanche, ça, je tiens à le dire quand même si, effectivement, c'est pas dans l'ADN du métier. En réalité, quand on fait suffisamment bien ce métier, les gens sont tellement bluffés de retrouver leur objet, justement, parce qu'ils viennent pas chercher une pièce de Jolen Volts, en fait, quand ils viennent dans mon atelier. Au contraire, ils veulent que je rende à leur objet ce qu'il était réellement lui, certainement pas moi. Et donc, quand ils récupèrent leurs objets, ils redécouvrent comme un membre de leur famille, puisque très souvent, les clients que j'ai sont des clients privés, qui ont des collections qui sont héritées de longue date, enfin, qui sont dans leur famille, ou qui ont un sens vraiment particulier. Et donc, ils retrouvent un membre de leur famille, et là, je me sens comme le médecin qui a guéri un patient, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à estampiller son patient avec son nom à lui sur le front. En revanche, la reconnaissance, elle est décuplée, précisément parce que ces personnes-là, en plus, comme ce sont des métiers qui sont rares, pour la plupart, ils savent même pas que ça existe. C'est aussi pour ça que je te remercie sincèrement de venir ici aujourd'hui, parce que ce métier, savoir que ces spécialités-là existent, mais c'est pas donné, quoi. C'est vraiment... Je suis toujours très surprise, mais non, c'est une vraie... Et c'est donc le bouche à oreille qui fait que j'ai pas besoin d'une plaque sur ma porte, les œuvres arrivent de partout dans le monde, et c'est incroyable. Et on en discutait un peu avant de lancer le podcast, comme quoi ce que je te disais, c'est que beaucoup d'entreprises
je veux dire plus classique du terme, adorerait avoir cet influx entrant de clients, enfin de demandes, sans avoir à aller les chercher. Et c'est là où je trouve que c'est... C'est là que j'ai un secret. Alors, attention, ça reste entre nous. Quel Attention. secret. Oui, c'est ça. Si vous voulez que les clients viennent tout seuls, alors soyez les meilleurs dans votre domaine et soyez extrêmement spécialisés. Ne vous dispersez pas. Les gens viendront pour vous voir pour votre savoir-faire à vous, parce que personne d'autre le proposera. Eh ben c'est un conseil business. Mon côté marketing. Voilà. Tu m'as découverte. Alors je fais la blague et je vais donner un peu le contexte, c'est parce que Yolène, juste avant qu'on commence, tu me disais moi je sais pas si je vais être très inspirant, des choses comme ça. Bon, businesswoman, voilà. Work in progress. Et on en est à 30 minutes de podcast, même pas, et premier conseil business, donc je sens que l'épisode va être riche en conseils. Non, mais outre la blague, c'est effectivement très intéressant d'avoir cette approche-là, parce que dans le monde du business, et on reviendra un peu sur ta formation après, dans le monde du business et de l'entreprise, j'aime pas le mot business, c'est de l'entreprise, c'est souvent une question qu'on se pose en fait, comment attirer du client, et toi dans ta démarche, et ce qui est... c'est que en disant je suis ultra spécialisé, ultra performant sur un sujet très très précis, j'arrive à me faire connaître. C'était un pari, C'était un pari au départ. Mais c'est vrai que la question s'est vite posée, puisque comme je te dis, moi depuis toute petite, je dis que je veux faire ça. J'ai des parents qui m'ont énormément soutenue, mais qui avaient très très peur pour moi. Parce que vraiment, je suis la seule dans ma famille à être dans l'artisanat d'art. Personne ne fait ça autour de moi, donc ils se disaient, mais on peut même pas l'aider à lui mettre le pied à l'étrier, lui proposer déjà un réseau ou quelque chose comme ça. Et donc ils me disaient, mais vraiment, comment tu vas faire, quoi ? Comment tu vas faire ? D'autant que quand je suis rentrée dans mon école, moi je ne connaissais que la restauration de tableau, je savais même pas que ça existait, la restauration de papier. Quand j'ai découvert ça, ça a été un tel bonheur, parce qu'en réalité j'ai toujours fait que des œuvres sur papier, donc c'était tellement plus cohérent. Mais très vite je me suis dit, il y a quand même un marché dans la restauration de tableau qui est vraiment vraiment très très concurrentiel. Il y a énormément de prestataires, énormément. D'accord. Mais je me suis toujours dit, mais sans prétendre quoi que ce soit, j'ai une force de travail qui est importante. Quand je suis passionnée par quelque chose, c'est pas une obsession, mais je m'y mets à 300%, et je sais que je suis tenace, je suis très tenace. Et je me suis dit, même dans un champ qui est déjà plein, on a toujours besoin des meilleurs. On a toujours besoin des meilleurs. Mais pour tout, j'avais pensé à un moment que, parce que je suis aussi j'ai un vrai syndrome de l'imposteur. Donc j'ai toujours l'impression que demain, on va découvrir qu'en fin de compte, tout ça, c'est du vent et que ça fonctionne pas. Enfin, j'ai toujours l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est assez terrible. Mais je me suis dit, bon, j'ai un autre secteur qui me passionne, puisque c'est aussi l'un des intérêts. Bon, je digresse, c'est terrible. Mais dans mon métier et dans ma façon de le faire, j'ai du temps de cerveau disponible, comme qui dirait. Parce que mes mains travaillent pour moi maintenant. Vraiment, on est très bonnes collègues toutes les trois, là, en l'occurrence. Et donc, j'écoute des podcasts et je continue d'apprendre des choses. Je suis une boulimique de l'apprentissage. C'est passionnant. Et puis, de toute façon, je me vois pas travailler dans le silence. Enfin, voilà. Et donc, un autre champ qui me passionne, c'est la psychologie. Mais vraiment d'une façon extrêmement large. D'accord. Et je me suis dit, mais... si un jour tout ça s'effondre, je voudrais me lancer là-dedans. Alors c'est fini, enfin je veux dire, c'est plus dans ma démarche. Mais là encore, j'ai encore eu des gens qui m'ont dit, mais il y en a tellement. Et moi dans ma tête, je me dis, oui, mais on a toujours besoin des meilleurs. Si je me donne à fond et que je n'arrête pas pour ça, les gens viendront me voir moi, parce que même s'il y a énormément de personnes sur la place, si j'arrive à apporter quelque chose de différent et d'agréable, dans le choix, ce sera vers moi qui viendront, à tarif égal évidemment. Enfin, après il faut voir aussi l'économie de marché. Là, mon Dieu, les grands mots. D'ailleurs je sais même pas si ce sont les bons, mais je les ai posés là, on va les laisser là. Mais oui, puis j'avais aussi une amie très chère quand j'étais au collège, au lycée, Julie, si tu nous entends. Elle était elle est toujours extraordinairement intelligente, et elle est partie dans la microbiochimie ou quelque chose comme ça. Okay. Enfin, voilà, l'Institut Pasteur, enfin vraiment. Et
Et je me suis dit, mais c'est vrai que je la voyais pas en tant que laborantine parmi 50 milliards de personnes. Et en fin de compte, je me suis dit, mais elle est tellement exceptionnelle, elle est tellement merveilleuse, c'est elle qui va nous sortir des prochaines pandémies. J'ai compté très fort sur elle pendant le Covid. Elle a bossé dessus. Comme quoi. Mais bon, voilà, j'ai toujours été entourée de personnes très inspirantes, très intelligentes et très dévouées à ce qu'elles faisaient, très passionnées, et qui cherchaient pas à écraser qui que ce soit, juste à faire bien leur job, et le fait est que ça paye. Ça paye vraiment, vraiment, vraiment. Et de la meilleure des façons. Et ben moi j'aime beaucoup cette approche, cet état d'esprit, parce que ça, souvent on peut entendre un peu le discours contraire. Le dire sans le dire, c'est-à-dire moi je vais écraser la concurrence. Alors que toi ton approche c'est vraiment de se dire bah moi je vais juste le juste n'est pas approprié du tout, mais je vais proposer plus dur pour proposer quelque chose et que en fait je sois reconnu à la valeur du travail que je vais apporter. C'est ça. Et c'est le conseil que je donne aux stagiaires quand elles viennent. Enfin, je fais des interventions aussi ou des conférences et je vois les générations de restaurateurs et restauratrices qui arrivent et qui ont les mêmes formations que moi, donc restauration de papier. Et c'est le premier conseil que je leur donne. Je dis vraiment, essaye de faire en sorte de trouver ta particularité, exploite-la au maximum, dans le sens vraiment développe-la, plus qu'exploiter, mais développe-la au maximum pour que ce soit ton nom qui apparaisse dans la tête des gens lorsque tel ou tel mot est prononcé, que tu sois vraiment associé à ça. Il se trouve que moi, les éventails et les globes me sont tombés dessus vraiment par hasard, entre guillemets, et que je suis tombée mais vraiment amoureuse de ça. Mais à aucun moment, j'aurais cru un jour devenir la restauratrice de globes ou d'éventails attitrés. C'est simplement en fournissant un travail énorme, et aussi, autre conseil pour les indépendants, attention, compter sur l'humain. Vraiment compter sur l'humain, justement, on est à l'opposé du fait d'écraser qui que ce soit là-dedans en disant ça, autant sur les collègues compter sur les collègues que la future clientèle. Moi, pendant mes études, donc j'ai fait des études, un master de restauration et conservation d'œuvres d'art, et mon œuvre de mémoire était évidemment un éventail. Et j'ai lu, on va le dire en toute simplicité, tous les livres disponibles à cette époque-là sur les éventails. Alors je parlais mal allemand, mais alors l'anglais et l'italien, j'y arrivais, donc j'ai vraiment compulsé tout ce que je pouvais, je les ai achetés, enfin voilà, je continue encore d'acheter ces œuvres-là. Mais j'ai gardé en tête que c'était pas les livres qui allaient me faire vivre derrière, ce sont les gens. Et donc, je suis surtout allée voir les experts, les collectionneurs, je suis allée dans les associations de passionnés, et d'ailleurs je suis dans une association qui s'appelle le Cercle de l'Éventail, dont je fais maintenant partie du bureau, du comité d'administration, etc. Mais je suis vraiment arrivée en tant qu'étudiante avec mon petit éventail, en leur disant bonjour, je n'y connais rien, ça me passionne, est-ce que vous voulez bien m'aider ? Et là, j'ai eu une bienveillance autour de moi, des gens qui étaient tellement heureux de voir du sang neuf, comme ils le disent encore aujourd'hui. J'étais avec eux hier, donc je peux confirmer qu'ils continuent à m'appeler le sang neuf, alors ça fait quand même 15 ans, hein. Mais bon, je reste l'éternelle jeunette du groupe. Et vraiment, ces gens-là ont eu à cœur de m'aider, de me donner tout leur savoir, et ils ont vu qu'il y avait un besoin à ce moment-là, il y avait un vrai manque de restaurateurs d'éventail. Et donc ce sont les gens qui m'ont vraiment mis le pied à l'étrier, qui m'ont soutenu, et encore aujourd'hui qui m'ouvrent des portes. Donc les livres c'est bien, les musées c'est vraiment bien, il faut avoir ce savoir, cette expérience, ces connaissances, ces sources, ces références, savoir où chercher l'information, c'est passionnant, c'est essentiel dans notre métier, mais le plus important c'est les gens, établir de bonnes relations avec eux, et puis réaliser qu'on est tout le temps dans l'apprentissage en fin de compte, ne jamais arriver en étant fermé avec notre gros savoir à nous, tu vois, et être fermé à l'autre, même si il y a des points de désaccord, même si parfois il y a des erreurs qui sont dites, simplement exprimer son point de vue, dire là moi je pense ou je vis les choses différemment, voilà pourquoi. On peut rester chacun sur notre position, on peut évoluer chacun, moi y compris, hein, vraiment c'est un échange de positions, mais on en ressort toujours au moins soit au statu quo, soit on s'est enrichi de quelque chose. Et ça c'est tout le temps, ça c'est absolument tout le temps. Je peux que abonder dans ce sens, de dire que quel que soit le métier, hein, je veux dire quel que soit le métier, entrepreneur, artisan, artiste, si je connais moins, mais c'est vraiment, tu soulignes les quelques caractéristiques pour moi qui sont essentielles, qui est effectivement l'humain, aller vers de l'humain, parce que et tu vois, moi je vais prendre un exemple, une croyance que j'ai eue pendant longtemps qui était
de se dire, quand j'ai fait de l'entrepreneuriat, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas besoin de me former, tout est sur Internet. Ce qui est vrai. Mais ce que ne dit pas, et ce que j'ai découvert des années plus tard, et ça, bon, j'ai évolué dans ma tête, mais c'est de me dire, à un moment, sur le point précis du management, parce que je devais commencer à manager des gens, et j'ai regardé sur Internet des ressources, j'ai lu des choses, je me suis dit, bon, ok, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et j'ai fait une formation. Et là, ce que j'avais lu, en fait, je l'ai eu en quelques heures de discussion, avec des exemples, des choses comme ça. Et c'est là où, et je reviens sur ce que tu disais, l'humain dans la relation professionnelle est pour moi sous-estimé, et c'est ultra important. Et on est davantage formaté, je pense, là c'est encore un grand mot, pour voir en l'autre une menace ou une concurrence, ou une source de concurrence. Alors que vraiment pas. On est tous vraiment davantage des partenaires qui devons faire société. On travaille ensemble, on vit ensemble, on est des animaux communautaires, on a besoin les uns des autres. Et c'est vraiment... C'est tellement réel, c'est tellement palpable lorsqu'on en fait l'expérience que je comprends pas que ce soit à ce point négligé dans les apprentissages, dans les formations. Après, moi, c'est vrai que j'ai cette chance énorme de ne pas avoir beaucoup de concurrence sur le marché, puisque ces spécialités-là sont extrêmement rares. Oui, mais le fait qu'il n'y ait pas grand monde laisse aussi... moi, je trouve que c'est presque plus dur, parce que quand on a beaucoup d'offres, on peut comparer, ok, mais souvent on va pas comparer, on va comparer sur un territoire géographique ou un espace géographique. Alors que là, justement, vous êtes quelques-uns dans ce métier, et encore, mais du coup, en fait, la réputation, le savoir-faire joue d'autant plus fort, en fait. Je te remercie parce que ça réactive fort mon syndrome de l'imposteur. Désolé. Je vais me mettre en boule, vous permettez, je vais faire une pause, je vais me mettre en boule dans un coin si c'est mon pouce. Non mais oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est une énorme responsabilité. Et puis quand on est en indépendant, en plus, on peut se dire qu'on n'a pas de patron. Alors moi, ce que je vois, c'est que j'en ai des milliers finalement des patrons. Enfin, j'ai autant de clients que de patrons finalement. Et chacun des clients qui passent par ici a un impact sur mon métier qui est énorme, puisqu'on sait en marketing qu'une personne qui n'aura pas été satisfaite, je crois, a un pouvoir d'action sur 8 autres personnes. Alors qu'une personne satisfaite va potentiellement parler du service rendu à 3 personnes. Je crois que c'est ce rapport-là à peu près. Voilà. Donc en fin de compte, à chaque fois que j'ouvre ma porte à quelqu'un de nouveau, je remets en cause mon métier, ma réputation, et en plus le bouche à oreille. Évidemment que c'est à double tranchant. Donc oui, tout à fait. Mais moi, c'est ce qui fait partie des choses que j'aime profondément, c'est-à-dire que je ne m'ennuie pas. À aucun moment, je ne peux me satisfaire de ce que je fais. C'est pas possible. Parce que rentrer dans ce rond-là, ça veut dire ne plus prendre suffisamment soin ou des gens ou des œuvres. Et c'est malheureusement, alors là, ça n'est jamais que mon expérience à moi, et j'espère vraiment qu'elle n'est pas représentative, mais pendant mes stages, donc j'ai travaillé dans des institutions exceptionnelles, j'ai eu la chance de travailler au Louvre, sur des œuvres de Dürer, c'était exceptionnel. Donc vraiment, j'ai été dans des endroits grandioses, on avait les œuvres les plus prestigieuses de notre patrimoine dans les mains, mais c'était dans des grands ateliers, et les gens n'avaient pas de reconnaissance directe sur leur travail. Il y avait un chef d'atelier qui chapeautait les choses, mais toujours de loin en loin, parce que les personnes sont là depuis 20 ans, 30 ans, on sait qu'elles savent faire, elles n'ont pas besoin d'un tuteur, et on leur apporte des œuvres par paquet, en fait, à restaurer, et à aucun moment on fait de retour direct sur la qualité de leur travail, et elles ne savent même pas si ça va être utile à quelqu'un. Un exemple, quand on travaille dans des archives, on va restaurer des œuvres, donc dans des sortes d'inventaires, voilà, et si on a un ouvrage qui peut être du 18e, quelque chose de vraiment ancien, mais seulement c'est un relevé de comptes du marquis de je sais pas quoi, et ça n'aura... On ne sait pas si ça sera consulté un jour, et si le trou qu'on a comblé sur cette page-là, qui était même pas au milieu d'un texte, est-ce que le fait qu'on l'ait comblé ou pas, ça fait une différence quelconque pour qui que ce soit? Et ça éteint les gens, ça éteint les artisans, on leur retire le fuel, en fait, qui donne du sens, parce que ce sont des métiers qu'on fait par passion, c'est vraiment, on s'investit, et là, quelque part,
moi, là où moi je me sens extrêmement utile, et parce qu'on m'en fait la remarque et le compliment, quand le client part et il est heureux, je me dis j'ai vraiment, voilà, j'ai fait une différence aujourd'hui à quelque niveau que ce soit, mais quand on est dans des grands ateliers, la passion, j'ai eu affaire à des gens qui avaient un talent énorme, mais qui étaient éteints, et ouais, c'est là où l'humain, je reviens sur l'humain, le fait de se soutenir, d'avoir besoin les uns des autres et d'avoir un accompagnement, une reconnaissance. Oui, être reconnu dans son métier, c'est essentiel, c'est vraiment essentiel. Et j'en reviens justement à ce côté humain aussi, qui est... parce que depuis tout à l'heure, on parle d'éventail et de globe, mais ta formation, toi, était sur la restauration, tu nous as du papier. Comment, justement, et tu nous disais que ça t'est tombé un peu dessus par hasard, ce domaine-là, mais comment, en fait? Comment? Je suis curieux de comprendre. C'est vraiment... mais c'est vraiment aussi simplement que ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a vraiment pas d'autre mystère. On a des stages à faire pendant ces années, et j'ai une amie dans mon cours qui m'a dit qu'elle avait trouvé un stage au musée de l'Éventail, et que le musée de l'Éventail embauchait énormément de stagiaires, parce que c'était un musée qui tournait essentiellement sur du bénévolat, et donc ils avaient toujours besoin de petites mains. Et donc du coup je me suis proposée, parce que j'habitais près de Paris, c'était facile d'accès. Je trouvais que c'était très curieux comme objet, que c'était vraiment le musée de l'Éventail. Donc je suis passionnée par les cabinets de curiosité. Donc moi, l'idée d'un petit musée comme ça, extrêmement particulier, ça m'a charmée. Et en fait, on m'a mis le premier éventail dans les mains et je suis tombée mais follement amoureuse. Et c'est vrai que Madame Auguet, qui était la directrice du musée, qui était maître d'art, éventailliste, m'a vraiment fait confiance et m'a donné, je sais pas, j'ai dû restaurer une vingtaine d'éventails en très peu de temps là-bas. Et de toutes les époques, de tous les pays, enfin vraiment j'ai eu affaire pour le coup à un éventail d'éventails, et j'ai été incroyablement bluffée, vraiment passionnée, et je lui ai demandé si c'était possible qu'elle me prête un de ces éventails comme œuvre de mémoire. Donc une œuvre de mémoire, c'est une œuvre sur laquelle on a 2 ans pour travailler, on doit étudier à la fois on doit l'approcher d'un côté historique pour un tiers, scientifique pour un second tiers, et la restauration pour le 3e tiers. Et donc j'ai eu 2 ans pleins et entiers, 2 années pleines et entières, pour vraiment compulser un maximum de savoir sur les éventails. Et donc là, c'était je suis tombée au musée de l'Éventail, je suis tombée amoureuse de l'Éventail. Et puis j'ai fait un autre stage, j'avais fait un stage à la Bibliothèque nationale de France, au centre de restauration de la Bibliothèque nationale. C'était passionnant, ça s'était très bien passé, et l'une des restauratrices m'a dit que, vu mon profil, j'étais restée 3 mois là-bas, je me plairais énormément au département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France. Donc la Bibliothèque nationale est sur 4 sites différents, il y a des ateliers de restauration spécifiques sur chacun des sites. D'accord. Il y a donc ce département-là que je ne connaissais absolument pas, les cartes et plans. Bon, très bien. Et donc elle m'a dit, je vais l'appeler pour savoir s'il peut te prendre en 5e année, donc pour des stages de 3 mois. Et il se trouve que ce département-là, c'est celui qui restaure les globes de la Bibliothèque nationale. Je le redis, on a une des plus grandes collections de globes au monde, donc il y en a beaucoup, et des très très beaux. Et je suis arrivée à l'atelier, et là, j'ai eu ma première paire de globes sous les yeux, à me dire mais comment je vais restaurer un truc comme ça, un globe était fendu en 2, enfin j'étais extrêmement impressionnée, et la restauration était passionnante, parce que là vraiment, comme je l'ai dit, moi ma formation c'est des documents papier, et donc en général c'est des documents à plat, on est sur de l'affiche, du livre, des gravures, des aquarelles ou ce genre de choses, et là ce sont des œuvres qui sont en volume, articulées, composites. Enfin, c'est des problèmes dans des problèmes dans des problèmes, mais en fin de compte c'est du challenge. Et là j'ai vu aussi que ça permettait de travailler en réseau, puisque moi je me prétends pas merveilleuse et exceptionnelle dans tous ces domaines-là, et il faudrait surtout pas. Et donc du coup j'ai pu voir aussi que ça nous permettait de travailler avec des restaurateurs de bois, des restaurateurs de métaux, parfois des restaurateurs de joaillerie, parce que là t'as un éventail bijoux derrière toi que vous ne verrez pas, mais il faut aller sur mon site, il y en a, tu vois, là sur le panache, le premier brin, t'as des émeraudes, des rubis, parfois t'as des diamants, t'as des montures en or massif, enfin. Et donc du coup c'est là où j'ai vu que mon métier permettait, enfin ce métier-là, avec ces objets-là, permettait vraiment de s'inscrire dans une histoire, encore une fois, plus grande que moi, toute seule, dans mon petit atelier. En fin de compte, je travaille avec, comme je te disais, un ami à moi est restaurateur de bois en Angleterre, etc. Enfin...
je suis tombée amoureuse, voilà. Bah c'est une très belle histoire. Et j'aime beaucoup le parcours, en fait, comment on se dit, bah, je vais rentrer dans des études. J'aime beaucoup ces histoires de se dire, bah, effectivement, je rentre dans la restauration où tu avais peut-être une certaine idée, et au final, au fil des années, tu te retrouves à découvrir des domaines, à découvrir des choses qui sont À juste découvrir dingues. mon métier, Ouais, c'est ça. je trouve que c'est beau. Et justement, ça m'amène à te poser la question. Tu parlais quand tu as été la première fois confronté à ta paire de globes, de dire bah, comment je vais faire. Aujourd'hui, que ce soit un globe, un éventail, on te l'amène, je suppose que tu fais un constat, tu analyses la chose. Comment tu décides, quel est ton process un peu pour se dire ok, je vais faire ça, puis ça, voilà. Comment se passe une restauration? Ça, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est l'expérience qui parle. Et donc, des fois, je me vois faire des choses, je me vois penser à des choses, et je suis un peu spectatrice de ce process qui s'est mis en place avec les années. Je sais que j'ai quand même un catalogue de prestations. Pour dire les choses très simplement, il y a quand même des choses. Il y a une déontologie de mon métier et il y a aussi la déontologie personnelle. Les limites que moi je m'impose. Okay. Et ça passe donc par beaucoup d'échanges avec mes clients pour savoir déjà dans quelle direction on va. Est-ce que vous souhaitez plus une rénovation, ce qui n'est pas une restauration. C'est vraiment la nuance que tu faisais, dont on parlait avant, c'est-à-dire rendre les choses neuves, ce qui n'est pas possible. Mais on peut aller très 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 loin quand même dans cette direction-là. Est-ce que c'est ça qu'ils souhaitent? Est-ce que l'œuvre le permet? Et est-ce que c'est raisonnable de le faire ou pas? Il y a aussi le coût, il y a le budget à mettre en parallèle. Donc ça, en général, ça aide beaucoup les personnes à avoir une déontologie qui apparaît d'un coup d'un seul, une morale incroyable, vraiment. C'est souvent dans le moment. Très très, oui, c'est très convaincant comme argument. Voilà, il y a des œuvres qui ne le permettent pas, il faut aussi le faire comprendre, ou en tout cas moi je reste aussi dans les limites de mon activité en disant voilà, moi je ne propose pas cette prestation-là. Peut-être que d'autres personnes pourront le faire parce qu'elles ont peut-être d'autres outils à leur disposition, une surface plus grande puisque c'est tout petit ici, d'autres voilà. Moi je ne le fais pas pour telle et telle raison. Est-ce que vous êtes ok ou pas? Mais la première chose c'est déjà alors ça c'est le truc des restaurateurs, on retourne les pièces. La première chose, vous nous apportez un superbe... Alors, je vais me mettre à la place de Myriam. C'est ma meilleure amie, c'est pour ça qu'elle est souvent citée. Tu lui apportes une céramique pour faire une restauration à l'or. Donc, au Kintsugi, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va la retourner pour voir comment c'est fabriqué, tous les secrets en fait, de fabrication et tout ce qui est à l'adresse de l'artisan d'art et non pas d'un public d'amateurs. D'accord. Voilà, donc déjà, on va regarder tout ce que les gens ne veulent pas voir. Parce que c'est là où justement nous on va aller chercher les vrais problèmes et les choses qui potentiellement vont vraiment poser problème à l'avenir. Une fois que cette espèce de diagnostic est posé, là je mets en parallèle les interventions que je sais pouvoir mener correctement, suffisamment bien, et aussi grâce maintenant à l'expérience que j'ai, je peux donner une certaine garantie, alors là je fais des guillemets avec mes doigts, du résultat que je peux obtenir. Parce que ça, c'est important aussi, de le justifier auprès du client. Quand il arrive avec un globe qui est complètement explosé, lui dire, voilà, la restauration de papier, c'est pas comme de la restauration de tableau, on ne fait jamais de l'illusionniste complet. Il y a ce qu'on appelle la mémoire du papier, qui fait que si un papier, il est déchiré, on va faire ça très simple, un papier, pas un globe ou un éventail, mais une aquarelle ou quelque chose. Si il est déchiré, on va être capable de remettre bord à bord les lèvres de la déchirure, la renforcer, la remettre à plat, faire une retouche pour que ce soit complètement invisible. C'est parfait, on est très content. Il y a un pet d'humidité, ça gondole et ça va gondoler de façon différente de part et d'autre des lèvres de la déchirure, et donc tu as la mémoire du papier qui revient et la déchirure réapparaît. Ça, c'est un exemple très visuel, mais ça se décline beaucoup plus loin. Alors que pour le tableau, les restaurateurs de tableaux, ils ont une toile, ils ont plusieurs mastiques, ils ont la couche picturale, ils ont le vernis. Toutes ces couches-là, on peut vraiment les réunifier complètement, ce qui fait que la restauration sera vraiment invisible. On peut le garantir. Déjà, ça, c'est une première chose dont il faut que je parle avec le client, savoir est-ce qu'il est sensible à cette différence-là, où est son niveau de connaissance. Et ensuite, donc moi j'ai l'œuvre sous les yeux et je la tourne dans tous les sens. Je fais jamais de diagnostic c'est ce qu'on appelle un constat d'état, c'est quand on fait le relevé de toutes les dégradations.
avec ensuite les propositions de traitement. Donc face à chaque dégradation, il y a un traitement qui va correspondre. Tout ça, je le fais jamais en direct face au client parce que j'ai besoin d'un temps vraiment et de faire des tests pour voir comment réagit l'œuvre. Puisque évidemment, moi je travaille pour les globes, sur des globes qui sont aussi bien de 1700 et des cacahuètes jusqu'à 1920, 1950. Voilà. Et les matériaux utilisés sont différents, les techniques de fabrication sont différentes d'un pays à un autre, mais aussi d'un atelier de création de globe à un autre, mais aussi la façon dont l'œuvre a été conservée dans le temps. Est-ce qu'elle est restée dans un grenier à l'humidité ou alors dans une vitrine en plein soleil ? Le matériau va perdre énormément, en tout cas ses caractéristiques vont beaucoup changer. Et je suppose que tu dois aussi te documenter sur chaque élément, comprendre un peu son histoire. Ça fait partie des études, exactement. C'est pour ça que c'est vraiment un métier au fait, qui demande une formation. C'est vraiment la physique des matériaux, la chimie des matériaux. On sait comment ils vont vieillir, on sait quoi chercher, quels éléments sont significatifs dans ce que l'œuvre nous permettra de proposer comme traitement. Donc du coup, moi, une fois que j'ai fait ma petite méditation face à l'œuvre, qu'on a parlé un peu toutes les deux, que j'ai pu potentiellement engueuler le créateur qui a fait n'importe quoi, ou encore pire, et je l'ai pas noté encore, je l'ai pas mentionné, les restaurateurs précédents ou alors les réparateurs du dimanche après-midi qui ont un petit loisir créatif, un petit atelier personnel, qui vont se permettre de faire plein de choses, plein de trucs. Mais moi, ça m'amuse et en même temps, je me dis, c'est peut-être grâce à eux aussi que les œuvres nous sont parvenues jusqu'à maintenant. Mais j'ai quand même trouvé du chewing-gum dans un globe pour combler. Bah, ça fait le job, ça comble un trou, ça comble un trou, on est bien d'accord. Mais bon, voilà. Une fois que tout ça est fait, je fais une proposition aux clients. Donc en général, ce sont des devis à tiroir avec différents niveaux d'intervention et avec le budget qui va avec. Et là, il y a une discussion qui se fait avec le client. Comme toute prestation qui, bien sûr, en vient. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé confronté à te dire... face à une restauration, il y a deux techniques ou deux approches, et comment tu estimes, quels sont les paramètres que tu vas prendre en compte pour décider, alors je ne vais pas dire de prendre la bonne décision, parce que je n'aime pas ce mot de bonne décision, mais de prendre la décision qui te semble toi le plus appropriée. Alors il ne faut pas oublier que je suis prestataire de service, d'accord ? Donc moi je suis au service du client qui possède l'œuvre. Moi, ma mission, c'est de l'informer de tous les potentiels, tout ce qu'il est possible de faire. Ensuite, ce sera à lui de me dire, en fonction de son budget, parce qu'il y a quand même un principe de raison, il y a une réalité quand même derrière matériel, c'est un investissement, la restauration coûte cher. Donc, si il arrive et il me met carte blanche, disons budget illimité, ce qui n'arrive jamais, parce que nous ne sommes que des humains, quand même. Moi, je vais toujours chercher l'intérêt de l'objet dans un premier temps. Son intérêt, donc, c'est toujours la bonne conservation dans le temps, qu'il ne se dégrade pas davantage. Ensuite, ça, c'est vraiment la restauration minimaliste. Je ne négocie pas sur l'intérêt de l'objet. La deuxième préoccupation que je vais avoir, ça va être sa bonne lecture, sa bonne exploitation dans le temps. Lui rendre vraiment, si c'est un support d'information, qu'il redevienne ce support d'information qu'il était. C'est-à-dire, là en l'occurrence je parle des globes, parce que c'est plus simple, plus clair pour les globes, mais pour les éventails c'est exactement pareil. Si la cartographie est abîmée, alors dans ce cas-là, c'est important de reproduire la cartographie à l'identique. Si le budget le permet. Encore une fois, là c'est le chèque en blanc dont je parle. Oui. Et le dernier volet, c'est vraiment l'esthétique de l'objet. Est-ce que, le type de vernis, le type de retouche, jusqu'où est-ce qu'on veut aller dans la palette ? Parce qu'une retouche, elle peut être minimaliste, c'est-à-dire vraiment faire en sorte que l'œil ne soit pas attiré vers la zone lacunaire. Un exemple, un globe, il a un trou, je remplis le trou, parce que si je laisse le trou, il y a de la moisissure qui peut arriver, voilà. Donc on remplit le trou, est-ce que je le laisse en blanc ou pas ? Auquel cas, vous imaginez bien un globe avec une grosse tache blanche au milieu, l'œil ne va voir que ça et l'œuvre va en pâtir. Ce trou, je peux aussi faire juste un lavis. Pour faire en sorte, par exemple, si c'est dans un océan, je fais un lavis bleu. Enfin voilà, je suis très caricaturale, mais voilà, je prends la couleur dominante de la palette alentour et hop, comme ça, au moins, quand on fait tourner le globe, l'œil n'est pas attiré
attiré par cette zone-là. Après, se trouve qu'il est dans l'océan, si ça se trouve, il y avait des îles dessus. Ça se trouve, il y avait aussi le trajet d'un bateau. Il y a les lignes... Enfin, il y a énormément d'informations qui apparaissent. Est-ce que ça c'est encore un autre niveau de restauration, de retouche illusionniste. Est-ce que je vais reproduire exactement l'île avec tout ça? Tout ça, c'est possible. C'est dans mes compétences, disons. Mais c'est absolument pas utile d'un point de vue ni de la bonne conservation de l'objet, et c'est pas non plus parfait au point de vue de l'exploitation des informations, parce que ça ne sera jamais que moi qui aurais refait les choses à main levée. Ça n'est pas l'œuvre originale. Ce qui demande, tu vois, quand tu me le présentes comme ça, sans connaître exactement, je me dis le nombre de compétences qu'il faut avoir. Parce que là, on parle de structurel, on parle de peinture, on parle de dessin, on parle... Et je fais... C'est là où c'est passionnant. C'est passionnant, et c'est là où j'en reviens au métier de restaurateur, qu'on a l'image qui est ce qu'on dit, hein, de tableau, où on pense que c'est juste quelqu'un, et encore je sais que c'est pas, la réalité n'est pas ça, mais c'est juste quelqu'un qui peint par-dessus le tableau et qui va remettre un vernis. Alors que ça, c'est l'image d'Épinal. Non, mais c'est la jolie image qu'on aime prendre en photo. Mais... alors que c'est pas du tout ça, quoi. Il y a tout un travail, et c'est là où tu le mentionnais très rapidement, et je ne l'ai pas relevé, mais que dans le domaine, dans ta formation de restauration, vous ne voyez pas juste de l'histoire de l'art, et vous apprenez pas à dessiner, vous apprenez de la chimie et tout un tas d'autres métiers qui vous permettent. À part entière. On a vraiment... Enfin, après, ça dépend des formations et des écoles, mais moi, je viens de l'école de Condé, et on avait vraiment... des heures d'atelier dès la première année extrêmement importantes. On avait 3 journées entières d'atelier dans chacune des 3 spécialités que l'école proposait à la formation, donc en tableau, en céramique et en papier. Donc la première année, j'ai été initiée à ces 3 savoir-faire-là. Déjà ça, c'est énorme, c'est extrêmement important. C'est vraiment important. Et ensuite, le deuxième tiers, c'était les sciences, mais là, on allait dans la chimie moléculaire, enfin ce genre de choses. Je sais pas si c'est pas une redondance d'ailleurs, chimie moléculaire, mais bon, bref. Pas forcément, je pense pas, mais... Non, merci beaucoup. Non, mais oui, puis on étudie aussi toutes les façons de faire de l'imagerie, parce que si on veut travailler ensuite dans des institutions, il faut être capable de faire de la radio d'objets pour voir vraiment comment sont faites à l'intérieur, quel type d'analyse aussi on va faire pour analyser chacun des pigments. On peut aussi analyser comme ça, en faisant des petites ponctions, les différents matériaux. Moi, par exemple, sur l'éventail que j'ai restauré à l'école, j'ai identifié le type de fibre qui constituait chacun des matériaux, en sachant que mon éventail, la monture était en ivoire, le bout des brins était en bois, la feuille de face était en cabretis, donc c'est de la peau de chevreau, et la feuille de dos était en papier. Donc vraiment, on avait déjà là un joli petit melting pot de matériaux. J'ai adoré ça, comme d'hab, je pense que vous l'aurez compris. Et en revanche, on y va à la loupe. Vraiment, on était dans les labos, on travaillait avec... Ah mince je saurais plus dire, je crois que c'était la faculté de la Sorbonne, mais je crois que c'était ça. Jussieu peut-être. Ah mince, je sais pas, je vais pas dire de bêtises, mais on avait accès à vraiment un laboratoire qui était très pointu, et lors de notre passage de mémoire, donc notre oral pour obtenir notre master, on a dans le jury un représentant, un grand professeur de sciences qui est là pour valider la crédibilité, enfin, notre démarche scientifique aussi. Bah c'est assez passionnant, moi je trouve, Monsieur Pep, Jussieu, ça y est, c'est revenu, c'est important. Voilà. Bonjour Monsieur Pep. Voilà, j'aime bien aussi un peu déconstruire les images qu'on a des métiers, parce que de dire en fait la réalité est tout autre que de l'image. Moi je te parle vraiment d'une formation que j'ai voulu la meilleure possible. Je pense que tout le monde pourrait dire la même chose, mais voilà, moi j'ai vraiment suivi le parcours, j'ai été dans les rangs. Après, il faut pas non plus mépriser les personnes qui n'ont pas ce genre de parcours. Parce que pour s'installer en tant que restaurateur, on n'a pas besoin d'un diplôme. Ça n'est pas un titre protégé. C'est un gros problème. C'est un gros problème parce qu'on peut vraiment être amené à voir des choses assez catastrophiques. Il n'empêche que, avant que notre métier ne soit réellement créé, les premiers restaurateurs étaient les créateurs. C'était les éventaillistes qui allaient réparer les éventails. J'utilise le terme de réparer et non pas restaurer à dessein.
Encore aujourd'hui, il y a des gens qui se forment dans les ateliers, qui passent pas du tout par la case master, formation scientifique, etc. et qui ont quand même des résultats exceptionnels, parce qu'avant tout, on parle d'objets, d'œuvres d'art. Donc voilà, il faut pas non plus, faut garder l'esprit ouvert, mais c'est valable autant pour nous que pour eux. Du coup, et voilà, il y a des passerelles à faire. Tu as raison, et quand je parlais de déconstruire l'image, c'est de déconstruire l'image de comprendre quelles compétences on peut mettre derrière. Dans ce sens-là. C'est-à-dire que, effectivement, la formation, et j'en suis un pur exemple, la formation est très bien, mais par exemple, moi, tu vois, je vais prendre un domaine d'activité qui est le mien. Moi, j'ai jamais fait de formation dans le digital, alors qu'aujourd'hui, mon métier, c'est le digital. Ah, c'est fou, oui, donc, c'est ça. voilà, c'est ça. Et c'est là où tu as tout à fait raison. Alors, moi, ça a un autre impact, mais je suis tout à fait d'accord. Par contre, en termes de compétences derrière, et c'est l'image que je veux déconstruire, c'est que c'est pas juste de la peinture. Voilà, c'est qu'il y a tout un... Alors, je vais encore affiner, je suis désolée, vas-y. Je suis très tatillonne avec ce métier, mais je l'adore, et puis surtout, je voudrais pas décourager qui que ce soit si ça l'intéresse. C'est vraiment un métier qui permet d'être fait à notre main. Moi, je te présente ma façon de voir et de vivre ce métier. Il y a énormément de personnes dans les ateliers qui sont plus grands, par exemple, qui vont ne faire que de la retouche peinture toute leur vie, sans aucun problème. Et ils vont devenir exceptionnels dans cette catégorie-là. En revanche, ils ne pourront pas restaurer, ils n'auront pas les compétences de restaurer une œuvre de A à Z. Donc, si on n'a pas envie de se frotter à l'aspect scientifique, etc., c'est tout à fait possible aussi. Après, on arrive à un type de vie, une activité différente, mais qui reste de la restauration d'œuvres d'art. Ok, et c'est là où je montre ma méconnaissance un peu du métier. Une ignorance crasse. Voilà. Non, mais c'est bien que tu me reprennes et que tu me corriges, parce que j'aime bien quand les choses sont dites justement. Donc, très bien. Parfait. Mais surtout, il y a de la place pour tout le monde. Oui. Il y a vraiment de la place pour tout le monde. Du moment que on se donne vraiment une déontologie, enfin voilà, et des efforts. C'est du travail, c'est beaucoup de travail. Je vais en venir un peu sur la dernière partie, mais avant d'arriver un peu sur la dernière partie, c'est une question alors qui va paraître très triviale. Moi, j'en suis conscient de premier abord, mais qui me fascine, donc je me permets de la poser, c'est que tu manies des objets qui ont une grande valeur, soit historique, soit monétaire, parce que ça dépend après, ça dépend de la valeur qu'on leur donne. Quel est ton sentiment quand tu abordes ça? Ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est incroyable. Ça, tu vois, j'ai la chair de poule. Alors, ça se fait en deux parties. il y a deux effets. Il y a l'effet waouh, quand j'ai une œuvre qui arrive dans l'atelier, ce sont des trésors. C'est une chance incroyable. Parfois, il y en a qui me coupent le souffle, j'en ai autour de moi, là, enfin vraiment, c'est incroyable. Et là, je suis la petite fille qui découvre les œuvres dans les musées, c'est vraiment la même chose. Sauf que là, j'ai pas de vitrine et c'est sur mon plan de travail à moi, donc c'est encore plus exceptionnel. Il y a toujours ce sentiment, voilà, très, très frais, vraiment de d'éblouissement. Très vite, il faut que je switch cette partie-là de moi, il faut que je fasse taire cette petite voix. Je veux surtout pas connaître la valeur des objets qu'on m'apporte, surtout pas. Peut-être après les avoir restaurés, mais pas avant. Et là, je deviens vraiment la technicienne d'art. C'est-à-dire que c'est un éventail, c'est un globe. Ok, il a appartenu à la reine d'Angleterre. Ça, c'est la partie waouh, le truc qui donne des frissons dans le dos. Très vite, pouf, non, c'est bon, c'est un éventail. Moi, ce que je vois, c'est une feuille, une monture, des déchirures, des scotch, etc. Et là, il y a vraiment quelque chose qui fait que... oui, l'émotion doit être contenue, parce que sinon après ça paraît tellement fou en fait, on n'oserait plus rien toucher, plus rien faire. Si vraiment quand je travaille sur des œuvres, là par exemple j'ai des œuvres, enfin pas ici, elles sont parties déjà, mais à plus de 1 million d'euros ou ce genre de choses, enfin si j'ai face à moi une œuvre à 1 million, j'y touche pas. En revanche, si je me dis c'est un globe, là j'y vais. Là, c'est intéressant cette dualité, et je la comprends, parce que c'est vrai que je suppose que tu dois connaître les prix avant ou après, hein, je m'en doute, un moment où tu dois pouvoir l'estimer vu la connaissance que tu dois avoir. Ça doit être...
Mais non, justement, enfin, c'est aussi quelque chose qui surprend beaucoup mes clients, parce que souvent, quand ils viennent ici, comme je suis spécialiste de la restauration des éventails et des globes, ils imaginent que je suis une experte en éventails et en globes. Et donc, on va me demander de faire des expertises. Mais non, parce que précisément, c'est quelque chose qui, moi, va m'empêcher de travailler sur les œuvres derrière si j'ai trop connaissance de leur prix. Alors, je suis pas idiote, évidemment, j'ai du bon sens, ça va sans dire, mais en revanche, je me tiens très éloignée de tout ce qui est marché de l'art. Très, très éloignée. Et c'est souvent par surprise que je découvre la valeur d'une œuvre ou d'une autre. Et sincèrement, c'est pas... Je le fais pas exprès, c'est à dessein, je préfère ne pas savoir. Et parce que ça n'apporte rien à ma restauration, en fait. Et surtout que quand on parle là, de valeur, ce qui est toujours le plus attrayant, c'est la valeur monétaire, mais alors que la valeur sentimentale, et t'en parlais des collectionneurs, est parfois bien supérieure, parce que c'est des objets qui sont dans la famille depuis longtemps, et la valeur sentimentale est bien supérieure à la valeur... Ah mais tout à fait. Et puis la valeur monétaire, ça n'est jamais que le reflet d'un marché qui est très fluctuant. Hein. Vraiment, les globes, les éventails, leur prix varie énormément, il y a des modes. Donc la valeur sur le marché, ça va intéresser les gens qui souhaitent voir les objets comme des investissements. Et c'est sans aucun mépris que je dis ça, hein, du tout. Mais la valeur affective, la valeur sentimentale, ça c'est une réalité qui est indéboulonnable. Vraiment, c'est l'éventail de la grand-mère, c'est le dessin du petit-fils, c'est le globe qu'on a toujours vu chez Papy ou qu'on a vu sur une photo de l'avant-guerre. Enfin, c'est exceptionnel, ça, c'est vraiment... Et puis, en plus de ça, je trouve que c'est aussi m'inviter, moi, c'est un vrai privilège, c'est une chance quand même. On m'invite à partager un bout de leur histoire à eux, avec ces confidences quelque part. Donc ça fait... Là, pour le coup, l'objet a une valeur pour moi. Ça, c'est la valeur sentimentale qui m'intéresse. Là, et ça va pas m'empêcher, au contraire, de le toucher. C'est là où j'y vais encore plus, parce qu'il y a du sens derrière. Pas forcément des jolis matériaux ou une jolie technique, même si c'est évidemment un énorme plus quand j'ai des chefs-d'œuvre, ça c'est... Ça, je m'en doute. Ouais. Donc j'en viens à la dernière partie qui est... comme tu l'expliquais, il y a plusieurs typologies de métiers dans le métier de la restauration, c'est d'intégrer des institutions publiques, d'être dans des ateliers, ce que tu as fait. Et justement, en fait, tu es aujourd'hui indépendante, donc privée. Quel a été ce déclic qui t'a dit, moi, je vais pas aller dans le public, je vais pas aller faire partie d'un atelier, je vais plutôt me diriger vers du privé. Alors ça a toujours été une évidence aussi. Ok. Je suis quelqu'un de très sensible, vraiment très sensible, et donc je vais vite être impactée par ce qui se passe autour de moi. Et ça se ressent dans mon travail. Si je suis dans un environnement tendu, stressant, s'il y a des conflits, s'il y a ce genre de choses, c'est vraiment des choses qui vont énormément m'impacter. Donc je ne me suis jamais vue travailler à long terme en équipe, parce que c'est trop d'informations en même temps. Gérer l'humain et gérer l'objet, c'est pas possible. Donc du coup, je travaille avec plaisir en binôme, mais qu'avec des gens vraiment comme Myriam, ou ponctuellement, disons, il faut un cadre particulier. C'est aussi pour ça que je prends très peu de stagiaires, parce que j'ai vraiment besoin d'être dans ma bulle quand je restaure. D'autant que quand on restaure du papier, on va travailler avec du papier japonais pour faire des renforts de déchirure, par exemple, qui sont extrêmement fins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas respirer. Il faut maîtriser son souffle, parce que sinon tout s'envole. Donc on est vraiment dans un environnement avec un temps suspendu, qui fait que c'est aussi pour ça que quand j'ai des rendez-vous clients, je vais bloquer une journée. Je sais que c'est une journée pendant laquelle je ne travaillerai pas, parce qu'il va y avoir des allées-venues dans l'atelier. Ça permet pas de sortir le matériel nécessaire pour faire telle et telle restauration. Alors, pour ça, les globes, c'est encore différent. Mais voilà, le papier et ma personnalité font que j'ai vraiment besoin d'être dans un espace très, très contrôlé. C'est un peu triste à dire comme ça, mais c'est vraiment ma bulle. C'est ma bulle. J'ai mon chat avec moi, voilà, on est vraiment tous les deux. J'écoute mes podcasts, ça me permet de continuer d'apprendre. Ça me permet aussi je parle beaucoup par vocal avec mes amis. Mais je suis toujours chez moi. Et vraiment, c'est presque un état méditatif. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'on rentre dans un autre état de conscience, et je vois mes mains travailler pour moi de temps en temps. Je suis surprise de voir ce qu'elles font, et que je n'ai pas la sensation de leur avoir demandé. Un peu comme quand on se conduit, tu sais, que tu connais parfaitement la route. Et ça, c'est là où je suis vraiment la plus efficace.
En revanche, c'est important pour moi de ne pas finir comme une oursonne au fond de ma grotte à parler que éventail et globe toute ma vie. Et donc c'est là où je suis très heureuse et où je le fais très très souvent, où j'ai justement plaisir à accueillir des gens qui s'intéressent à mon métier, des élèves, faire des conférences, faire des... Enfin voilà. Parce que oui, parce que justement tu es plutôt active dans cette activité-là où effectivement, comme tu dis, tu fais des conférences, t'écris des articles, des choses comme ça. Donc, oui, mais c'est très séparé. Oui. C'est vraiment deux aspects très différents. Je fais... Et voilà, et je sais que quand j'ai ce genre d'activité, où je vais voir beaucoup de monde, ou par exemple je vais faire une conférence, ou je vais faire un tournage, je sais que le lendemain, je vais être complètement off, je vais être épuisée. Ça m'aura demandé toute mon énergie, donc c'est une journée, il faut... Donc là, demain c'est dimanche, ça tombe bien. Ça fait bien. Mais voilà, donc c'est des choses... Mais ça vient de ma connaissance de moi-même, c'est des choses que j'apprends sur le tas. Je me suis largement épuisée plus jeune, parce que justement je connaissais pas ce type de limite-là. Puis les clients, il faut aussi savoir leur mettre un cadre. Il y a certaines personnes qui débordent beaucoup, et ça peut devenir toxique, selon certains profils. Évidemment, on a affaire à tout le monde, hein, donc dans le lot, on a aussi des personnes qui sont particulièrement épuisantes et qui vont avoir un impact fort sur moi, donc je sais aussi que ces personnes-là, il faut que... Voilà. Et ma dernière question va être, aujourd'hui, au vu de ton expérience, quel a été le projet de restauration, et globe, éventail ou tout autre sujet, qui t'a le plus marqué? Allez, s'il faut en choisir un ou deux. Alors, pour des raisons différentes, on va faire simple, hein, donc une expérience globe, une expérience éventail. Parfait. C'est les premières qui me viennent. Pardon. Cette paire de globes énorme, donc là je suis en train de lui montrer une affiche dans mon atelier. Tu vois la photo en bas, là, voilà. Donc c'est une paire de globes qui date du XVIIIe siècle, vénitien. Ils sont tellement énormes en diamètre qu'ils ne passaient pas la porte de mon atelier. Donc j'ai dû louer un atelier avec des portes battantes pour pouvoir permettre aux œuvres de rentrer. C'était énorme. Et je crois que je n'avais même pas 1 an de diplôme en main quand j'ai accepté le projet. Ça a été une expérience exceptionnelle, très impressionnante. Là encore, j'avais mis mon cerveau de côté. Hein. J'ai vu les œuvres, je me suis dit waouh, au secours, non, je repars moi toute seule. Mon Dieu, c'est impossible. Puis après, j'ai vu des globes. J'ai vraiment vu les globes et je me suis dit, là c'est des dégradations que je connais, que j'ai vues, enfin voilà. Donc cette expérience-là, ça a été extrêmement marquant. Puis ce sont des globes qui sont rarissimes, enfin, faits à la main évidemment au 18e, et de taille exceptionnelle. Donc là, j'étais vraiment face à des chefs-d'œuvre. Et je savais que je n'en reverrais plus, en tout cas pas de sitôt. Et le fait est que j'ai jamais retravaillé sur ce type d'œuvre jusqu'à maintenant, et ça fait 15 ans. Donc ça, c'était vraiment, en termes de gigantisme de la tâche, et en plus, moi, jeune restauratrice qui me lance là-dedans, et je l'ai fait. Je veux dire, même pendant que j'étais dedans, j'étais en train de bosser, j'ai jamais pris de recul par rapport à ce qui se passait, sinon je serais repartie dans l'autre sens en cours. Et ça reste vraiment une expérience incroyable, parce que c'est là aussi où j'ai découvert que j'avais vraiment des ressources et où je pouvais me faire confiance. Et qu'il fallait pas me laisser impressionner trop par la chose. Donc ça, c'est le côté globe. Et le côté éventail, c'est quand on m'a apporté un éventail qui appartenait à la reine Victoria et qui était extrêmement abîmé. Là, vraiment très 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 abîmé, avec une monture en nacre. Il est sur ma page Instagram si ça intéresse les uns et les autres. Une monture en nacre absolument incroyable, avec le sceau de la famille royale. Donc c'est un lion et une licorne, tu as l'écu au milieu, tu as la Onissois qui mal y pense, leur devise, enfin c'est tout ça avec des types de nacre différentes. Enfin là on est sur le chef-d'œuvre de tabletterie absolu. Et il était complètement explosé. Et là encore, faut poser son cerveau. Faut vraiment... Et c'est voilà, là, on est sur une œuvre qui est non seulement magnifique, mais qui en plus s'inscrit dans une histoire incroyable, parce qu'on avait vraiment la notion, il était dans son cadre, Queen Victoria fan, enfin, c'est quelque chose... J'ai aussi travaillé sur un éventail de l'impératrice Eugénie. Enfin voilà, ce sont des choses qui sont folles, qui sont complètement vertigineuses.
Une chance incroyable, une chance incroyable. J'ai travaillé sur un globe qui a appartenu à Charlie Chaplin, qui était collectionneur. Donc enfin voilà, c'est quand tu me demandes des choses qui m'ont marqué, ça va être ce genre de choses que je vais te répondre. Eh ben, je tiens vraiment à te remercier déjà de ton temps et de m'avoir et de nous avoir, je vais parler au nom des auditeurs, de nous avoir laissé rentrer dans ton univers. Mais vous êtes tous les bienvenus. Parce que moi je trouve ça passionnant. Et je dois le dire, je découvre un métier, je découvre une typologie de profession et ça se voit à mon discours dans le sens où il est apprécie et tu fais bien à chaque fois. Non mais tu fais bien de me reprendre à chaque fois et c'est comme ça que j'apprends. Donc non mais c'est vraiment passionnant et merci beaucoup. Et puis ma dernière des dernières questions, c'est si on veut rentrer en contact avec toi, que ce soit pour un projet, pour des questions, des choses comme ça, comment on peut te joindre? Il y a mon 06 sur internet. Non, j'ai un site internet, donc c'est l'atelierlutilezéphyr.com. Ou lutilezéphyr.com d'ailleurs tout seul. C'est le nom qu'on donnait aux éventails au XVIIIe siècle, l'utile zéphyr. Voilà, donc j'ai un site internet, mais je suis surtout très active sur Instagram, donc là pour le coup c'est atelier l'utile zéphyr. Et voilà, le mieux pour me contacter, c'est pas par téléphone, justement c'était une blague le 06, même si on peut le trouver, parce que c'est très perturbant quand je travaille, mais par mail. M'envoyer un email avec des photos de votre œuvre, votre demande, et puis là je réponds toujours. Voilà. Avec grand plaisir. Et merci à toi. Vraiment merci à toi, ça a été très très agréable. T'as pas fait tant d'erreurs que ça. Vraiment. Bravo. Bon, j'apprends. Et merci pour ton intérêt. Merci à tous pour votre écoute. Merci beaucoup et à très vite. À bientôt. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Allez, on se retrouve pour le débrief. Et j'ai juste envie de dire waouh. Quel épisode. Je vais vous raconter une petite anecdote qui est arrivée juste avant l'enregistrement de ce podcast. C'est que Yolène me dit, on discute du podcast, de ce que j'attends, de ce que j'aimerais bien, de ce qu'elle peut m'apporter, de ce qu'elle peut apporter au podcast. Et elle me dit, j'ai écouté des podcasts et ça est souvent très business également, et c'est vrai, on rentre souvent dans le parti business. Moi, je suis pas sûr d'être inspirant, je suis pas sûr d'amener ce côté business. Pour moi, aucun souci, chacun a ses expertises, elle a une expérience terrible, je sais que l'épisode va être très intéressant. Et là, et vous l'avez entendu, je l'ai dit dans le podcast, et là, au bout de quelques dizaines de minutes, et sur tout le podcast, je trouve qu'elle nous sort une masterclass en termes de business. Une masterclass. Et c'est ça que je retiens de ce podcast. Parce que je ne vais pas cibler quelque chose en particulier, parce que je ne peux pas, en fait. Je ne peux pas. Le podcast en lui-même est pour moi une masterclass business pour toute personne qui veut se lancer dans l'entreprise. C'est un épisode que j'aurais aimé entendre avant de moi-même créer mon entreprise. Pas sûr que j'aurais tout entendu comme il aurait fallu, mais ça m'aurait éveillé les sens. Et ça, j'en suis sûr. Donc oui, aujourd'hui le débrief est un peu spécial. Je ne choisis pas un élément du podcast, un ou plusieurs d'ailleurs, mais je choisis le podcast. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager. Ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.